Jean-Paul Lecoq pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, avec votre gouvernement, le projet de loi de finances n'est plus ce moment solennel où l'on débat du budget à venir de notre nation. C'est devenu un champ de ruines où s'exhibe le blocage complet du pouvoir législatif. Pour la 22e fois, vous avez déposé un 49.3. Pour la 22e fois, nous constatons que la Ve République est dépassée et épuisée. Et pour la 22e fois, nous constatons que vous êtes comme la Ve République. Vous nous empêchez de débattre du fond dans cet hémicycle. Pourtant, les vrais sujets sont là. Dans ce projet de loi de finances pour 2024, qu'y trouve-t-on? Que le pouvoir d'achat, la première inquiétude des Français, n'est pas le pilier du mandat. Que l'environnement n'est pas le pilier du mandat. Que la santé et l'éducation ne sont pas des piliers du mandat. Que le mal-logement n'est pas le pilier du mandat. Finalement, ce qu'on constate, c'est que votre priorité, c'est l'immigration. Parce qu'accuser ceux qui fuient la misère et la guerre est tellement plus simple que de pointer les responsables du marasme économique dans lequel nous sommes. Pourtant, vous avez reçu une gifle historique la semaine dernière à ce sujet. Avec le projet de loi pour soi-disant contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, vous avez rêvé d'une loi d'extrême droite qui met en péril les droits fondamentaux des étrangers et qui bafoue leur dignité. Bienvenue dans le pays des droits de l'homme. Ce pays où la plus grande menace est l'immigration et non l'appauvrissement de nos services publics. Mais si le président des riches a mis le paquet sur l'immigration en jouant sur les divisions des Français à ce sujet, c'est pour mieux faire oublier son objectif politique. Car n'oublions pas que depuis 6 ans, il rend les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres et toujours plus nombreux. Mais à force de jouer à cela, il est en train de faire vaciller le pacte social français qui repose sur le consentement à l'impôt, garantissant une forte protection des travailleurs et des services publics forts et présents partout sur le territoire. Favoriser les riches, c'est d'ailleurs l'essence de la politique fiscale mise en place depuis 2017 avec ce président. La suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax étaient annonciateurs du reste. Plus de 30 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises et la suppression de la taxe d'habitation qui a profité aux plus riches. Le rapport de mes collègues Mattei et Sansu a montré de très bons rapports, s'il le fallait encore, que notre pays est en train de basculer progressivement dans une société de rente et d'héritage. Les patrimoines se concentrent, se transmettent et décuplent de génération en génération. Cette concentration de richesses dans les mains de quelques-uns remet en cause notre pacte social, celui du consentement à l'impôt qui doit, selon les termes de l'article 13 que vous pouvez lire quand vous allez reprendre votre voiture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, respecter la capacité contributive de chacun. De cette attaque contre notre pacte social découle donc votre volonté d'affaiblir notre sécurité sociale. En 2023, vous vous êtes attaqué au droit au chômage et par là même aux chômeurs eux-mêmes. Parce que accuser les privés d'emploi est tellement plus efficace pour mettre en concurrence les plus pauvres. En 2023, vous vous êtes attaqué au droit à la retraite en augmentant l'âge de départ. Parce que culpabiliser les salariés sur le sort de la sécurité sociale est tellement plus simple que de faire des choix budgétaires courageux pour que les salariés partent à 60 ans. En 2023, vous avez refusé de vous attaquer aux déserts médicaux et d'améliorer notre système de soins, avec des riches qui peuvent se soigner et des pauvres qui y renoncent. En 2024, vous poursuivez votre travail en affichant fièrement 16 milliards d'euros d'économies afin de satisfaire la Commission européenne et les agences de notation que Bruno Le Maire chouchoute tant. Pour y arriver, il va falloir continuer à renier, quitte à dégrader encore un peu plus les services publics. Et ce n'est pas anodin, car vous dégradez la 3e pièce de notre pacte social. L'INSEE l'a démontré. En France, la moitié de la redistribution se fait en nature, c'est-à-dire via l'accès à l'usage et l'usage des services publics. Les dégrader, réduire leur maillage territorial, c'est appauvrir encore plus ceux qui n'ont pour seul patrimoine que les services publics.
Lorsque vous refusez d'accroître significativement le budget consacré à l'éducation nationale, tant pour améliorer les conditions d'enseignement que la rémunération des professeurs, vous augmentez les inégalités sociales entre les jeunes et vous faites un pont d'or aux écoles privées. Lorsque vous refusez d'accroître les moyens pour l'hébergement d'urgence alors que le nombre de places stagne depuis 5 ans et que vous savez pertinemment que les crédits consacrés ne permettent même pas d'atteindre le nombre de places budgétées, vous augmentez la fracture sociale. Vous n'avez même pas voulu conserver un modeste amendement du Sénat qui proposait à peine 6 000 places de plus. 6 000 places. Alors que partout, dans les grandes villes, la crise sociale est visible, sous nos yeux. En France, combien d'enfants vivent dans la rue? Ils sont 65 au Havre. Lorsque vous refusez d'améliorer le pouvoir d'achat, alors que l'inflation alimentaire atteint 20% et que, comme je l'ai constaté ce week-end, les dons des gens aux associations de solidarité avant Noël sont plus faibles que les années précédentes, et je ne parle pas de l'inflation et de l'état des services publics dans nos outre-mer qui sont complètement laissés pour compte. Nos collègues n'ont de cesse de vous le répéter, mais vous n'entendez rien. Et que dire du sort de nos collectivités territoriales, qui sont pourtant, dans beaucoup de territoires, la dernière présence des services publics. Ces espaces démocratiques, vivants, qui créent avec les citoyens des relations quotidiennes et durables, et qui sont en première ligne pour gérer les crises. Ces collectivités subissent aujourd'hui une perte d'autonomie fiscale et donc une atteinte à leur libre administration, des dotations qui ne suivent pas, l'exonération des bases de la taxe foncière des établissements industriels qui va peser lourd sur les budgets des communes, l'application d'une contribution forcée au déficit de l'État. Quand les communes financent l'État, c'est le monde à l'envers. Depuis 2010, les collectivités locales ont perdu 70 milliards d'euros. Jeudi dernier, le Conseil communautaire du Havre, Seine Métropole, qui regroupe 54 communes, a adopté un vœu présenté par la maire communiste de la commune d'Harfleur, qui a mis son président, ancien Premier ministre, en minorité pour la première fois. Ce vœu avait pour objectif de vous saisir, Madame la Première ministre, pour prendre réellement en considération les besoins des communes et de leur intercommunalité, et notamment de décider des mesures fiscales qui leur permettent d'assurer pleinement leur mission, de réviser les conditions budgétaires qui prévalent aux finances de la collectivité locale et d'intégrer davantage leurs représentants dans les décisions qui les concernent directement. Votre mépris des mairies, des communautés et des départements démontre votre déconnexion complète avec les besoins des Français. Passons du local au global. Cet échec se voit partout. En Palestine, le président n'a jamais osé proposer des sanctions à la hauteur des atrocités commises par l'armée israélienne contre les civils de Gaza. Pourtant, rien n'est fait pour faire taire les armes et pour sanctionner les responsables de ces massacres. Dois-je vous rappeler que ce sont les contribuables français qui vont payer le bâtiment de l'Institut français qui a été détruit par les missiles israéliens le 3 novembre dernier à Gaza. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à Ahmed Abou Shallah, agent du Quai d'Orsay, mort ce week-end dans un bombardement israélien à Rafah. Sans nier l'aide financière et humanitaire qui est donnée à la Palestine par la France, on constate tout de même une politique de 2 poids 2 mesures de notre pays face aux sanctions infligées aux agresseurs russes et israéliens, face à l'aide accordée à ces 2 pays. Et que dire de l'indécence française au Sahel, où nous maintenons coûte que coûte le franc CFA et nos casernes contre la volonté des peuples. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne peut pas traiter avec autant de légèreté cette asymétrie dans l'application du droit international. Il faut pouvoir écouter les peuples du monde. Mais écouter les peuples du monde, il faut plus de diplomates. Et des diplomates qui ne soient pas accaparés par l'Élysée pour faire acheter des armes. Avec un budget du Quai d'Orsay qui remonte, certes, mais qui reste toujours aussi faible, c'est évident que nous ne ferons pas de miracle. Contrairement au budget du nucléaire militaire qui, lui, par contre, va à l'encontre du droit international, en remontant en puissance et qui va coûter aux Français plus de 20 millions d'euros par jour pour moderniser la bombe atomique. Essentiel. Madame la Première ministre, agir ainsi mérite la censure. Le groupe GDR votera cette motion. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté Indépendant.